Dans les archives poussiéreuses de la Havane, un document de 1843 révèle une vérité si troublante qu'elle explique peut-être pourquoi la plus puissante dynastie sucrière de Cuba s'est éteinte en une seule nuit, laissant derrière elle des plantations abandonnées et des secrets enterrés dans la terre rouge des champs de canne. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir d'où viennent nos auditeurs les plus courageux. Mais revenons à Cuba, cette île paradisiaque qui cache tant de mystères derrière ses plantations luxuriantes. L'année 1815 marque l'apogée de la domination espagnole à Cuba. Dans la province de Matanzas, là où la terre fertile rencontre les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, s'étendent les vastes plantations de la famille Valdespino. Depuis 3 générations, cette lignée d'origine andalouse a bâti un empire sucrier qui rivalise avec les plus grands domaines de l'île. Le patriarche, Don Sebastián Valdespino, règne sur plus de 2000 hectares et 300 esclaves depuis son imposant manoir colonial. Celui-ci, construit en pierre de taille importée d'Espagne, domine la vallée tel un château médiéval transposé sous les tropiques. Ses murs épais de plus d'1 mètre, ses fenêtres à barreaux ouvragés et sa tour centrale témoignent d'une architecture défensive autant que résidentielle, comme si la famille pressentait déjà les dangers qui la guettaient. La société cubaine de cette époque repose sur un équilibre précaire entre les créoles espagnols, maîtres absolus des plantations, et une population d'esclaves africains dont le nombre ne cesse de croître. Dans cette hiérarchie rigide, chaque geste, chaque regard, chaque parole peut décider du sort d'un être humain. C'est dans ce contexte oppressant que va se nouer le drame qui marquera à jamais l'histoire des Valdespino. Don Sebastián a épousé en secondes noces Doña Isabella de Herrera, une comtesse madrilène de 20 ans, sa cadette, dont la beauté n'a d'égal que l'ambition. Arrivée à Cuba avec sa dot considérable et ses manières raffinées de la cour espagnole, elle peine à s'adapter à la rudesse de la vie coloniale. Son teint de porcelaine se flétrit sous le soleil tropical, ses robes de soie se ternissent dans l'humidité permanente, et son caractère s'aigrit au contact quotidien d'une réalité qu'elle refuse d'accepter. Parmi les domestiques de la maison, une femme se distingue par son intelligence remarquable et sa prestance naturelle. Yemaya, une esclave d'origine yoruba capturée enfant lors d'une razzia au Bénin, a gravi les échelons de la hiérarchie servile grâce à sa capacité d'apprentissage exceptionnelle. Elle parle couramment l'espagnol, le français et l'anglais, sait lire et écrire, et possède des connaissances en médecine traditionnelle qui en font la guérisseuse officieuse de la plantation. Sa peau d'ébène, ses traits fins et sa démarche altière lui confèrent une beauté saisissante qui n'échappe à personne, pas même à Don Sebastián. C'est à l'automne 1815 que les destins de ces 2 femmes vont se croiser de manière irrémédiable. Doña Isabella, enceinte pour la première fois à 32 ans, vit une grossesse difficile. Les chaleurs accablantes de Cuba, l'isolement social et l'angoisse de donner naissance si loin de sa terre natale la plongent dans une mélancolie profonde. Yemaya, elle aussi enceinte des œuvres de Don Sebastián, traverse cette même période avec une sérénité troublante, comme si elle portait en elle un secret qui la rendait invulnérable aux tourments de sa condition. Le 23 octobre 1815, par une nuit d'orage tropical où les éclairs zèbrent le ciel de Matanzas, 2 cris de nouveau-nés retentissent simultanément dans le manoir Valdespino. Dans la chambre de maître, tendue de soie cramoisie et éclairée par des dizaines de bougies, Doña Isabella met au monde un enfant aux traits délicats, mais à la peau étonnamment mate. Au même instant, dans les quartiers des domestiques, Yemaya donne naissance à un garçon à la peau claire et aux yeux verts, si semblable à Don Sebastián que sa ressemblance ne fait aucun doute. La sage-femme officielle, une vieille créole du nom de Doña Carmen, assiste la comtesse, tandis que Yemaya accouche seule, aidée seulement par sa connaissance ancestrale des plantes et des rituels de naissance. Mais le destin, cette nuit-là, semble jouer un tour cruel aux 2 mères. L'enfant de Doña Isabella, malgré sa naissance à terme, présente une faiblesse inquiétante. Sa respiration est saccadée,
Son teint livide, et les premières heures de sa vie s'écoulent dans une angoisse permanente. Doña Carmen, après avoir examiné le nouveau-né, secoue tristement la tête et murmure des prières en latin. Les chances de survie de l'héritier Valdespino semblent minces. À l'opposé, le fils de Yemaya manifeste dès sa naissance une vitalité exceptionnelle. Ses poumons puissants font résonner ses cris dans toute l'aile des domestiques. Sa peau claire resplendit de santé, et son regard perçant semble déjà scruter le monde avec une intelligence précoce. C'est dans ce contexte dramatique que va naître l'idée la plus dangereuse de l'histoire de la plantation Valdespino. Une idée qui germera dans l'esprit torturé de Doña Isabella, rongée par la peur de perdre son enfant et l'obsession de préserver la lignée familiale. Une idée qui trouvera un écho inattendu chez Yemaya, dont les motivations restent encore aujourd'hui énigmatiques. Les heures qui suivent cette double naissance sont marquées par un ballet incessant de serviteurs inquiets, de médecins improvisés et de prières désespérées. Don Sebastian, partagé entre la joie d'avoir enfin un héritier et l'angoisse de le voir mourir, arpente les couloirs du manoir comme un fantôme. Il ne sait pas encore que cette nuit changera non seulement le cours de sa lignée, mais scellera également le destin tragique de tous ceux qui gravitent autour de son empire. Au petit matin, alors que l'orage s'apaise et que les premiers rayons du soleil caraïbe perçant les nuages, une rencontre va avoir lieu. Une rencontre qui marquera le début d'un pacte si terrible qu'il hantera la famille Valdespino pendant des générations. Car dans les jardins du manoir, là où les bougainvilliers mauves cachent les regards indiscrets, Doña Isabella et Yemaya vont sceller un accord qui défiera toutes les lois divines et humaines. L'aube du 24 octobre se lève sur une scène qui marquera à jamais l'histoire secrète de Cuba. Dans les jardins luxuriants du manoir Valdespino, entre les massifs de jasmin et les fontaines de marbre importées de Carrare, deux femmes que tout oppose se retrouvent face à face. L'une, Doña Isabella, porte encore sur son visage les stigmates d'un accouchement difficile. L'autre, Yemaya, rayonne d'une beauté sereine qui contraste avec sa condition d'esclave. La comtesse tient dans ses bras un enfant chétif dont la respiration laborieuse inquiète même les médecins les plus optimistes. Yemaya, elle, berce un nouveau-né vigoureux qui semble déjà vouloir conquérir le monde. C'est dans ce contraste saisissant que naît l'idée la plus folle et la plus dangereuse jamais conçue entre ces murs coloniaux. Votre fils ne passera pas la semaine, murmure Doña Isabella, ses yeux gris fixés sur l'enfant de Yemaya. Le mien non plus d'ailleurs, mais ensemble, ils pourraient survivre. La phrase énigmatique de la comtesse cache une proposition si audacieuse qu'elle défie l'entendement. Yemaya, dont l'intelligence aiguë a toujours été redoutée par les maîtres de la plantation, comprend immédiatement l'enjeu de cette rencontre matinale. Elle sait que les enfants métis, même reconnus, n'hériteront jamais des privilèges réservés aux créoles de pure souche. Elle sait aussi que son fils, malgré sa ressemblance frappante avec Don Sebastian, restera à jamais un bâtard destiné aux travaux des champs. Que proposez-vous exactement, Doña Isabella ? Demande Yemaya, d'une voix où perce une curiosité mêlée de méfiance. La comtesse alors expose son plan avec une froideur qui glace le sang. Si les deux enfants échangent leur identité, si le fils vigoureux de l'esclave prend la place de l'héritier malade, et si le petit Valdespino grandit parmi les serviteurs, peut-être que la Providence accordera à l'un d'eux une chance de survie. Un seul enfant, mais qui porterait en lui le sang des deux lignées, celle des maîtres et celle des esclaves, unis dans un secret indicible. Yemaya écoute cette proposition démentielle avec un calme troublant. Dans son esprit se bousculent 1000 pensées contradictoires. Elle pense aux années d'humiliation, aux coups, au viol, à l'injustice quotidienne de sa condition. Elle pense aussi à son fils, à l'avenir qu'elle pourrait lui offrir s'il grandissait non pas dans les baraquements sordides des esclaves, mais dans les appartements princiers du manoir. Elle pense enfin au risque terrifiant d'une telle imposture, au châtiment atroce qui l'attendrait si la supercherie était découverte. Mais au fond de son cœur, une autre motivation guide sa réflexion.
Yemaya a grandi en écoutant les récits de sa grand-mère Yoruba, qui lui parlait d'un temps où les esclaves reprendraient leur liberté en retournant les armes de leurs oppresseurs contre eux. Placer son enfant au cœur de la famille Valdespino, c'est peut-être semer les graines d'une vengeance qui ne portera ses fruits que des décennies plus tard. Et si nos enfants survivent tous les deux? Demande-t-elle finalement. Alors nous aviserons, répond Doña Isabella avec un sourire qui ne parvient pas à masquer son désespoir. Mais pour l'instant, leur seule chance de vie passe par cet échange. Le pacte se scelle dans la rosée matinale des jardins tropicaux, sous le regard impassible des statues de marbre qui ornent les allées du domaine. Deux mères, unies par l'amour maternel et séparées par un abîme social infranchissable, décident de confier leurs enfants à un mensonge qui les dépassera bientôt tous. L'échange a lieu le soir même, dans le secret le plus absolu. Seule Doña Carmen, la sage-femme, est mise dans la confidence contre une somme d'or qui lui assurera le silence à vie. Les deux nouveau-nés, encore trop jeunes pour que leurs traits soient définitivement fixés, changent de berceau sous la lumière vacillante des bougies. L'enfant de Yemaya, désormais baptisé Eduardo Valdespino, hérite d'un nom prestigieux et d'un avenir doré. Le fils de la comtesse, rebaptisé Miguel, rejoint les quartiers des domestiques où il grandira comme le bâtard d'une esclave. Dans les semaines qui suivent, un miracle semble se produire. Le petit Eduardo, officiellement fils de Doña Isabella, affiche une santé éclatante qui réjouit toute la plantation. Don Sebastián, qui n'a jamais douté de la légitimité de sa paternité, voit en cet enfant robuste la confirmation de la grandeur de sa lignée. Quant à Miguel, élevé parmi les esclaves, il survit également contre toute attente, développant une résistance remarquable aux maladies tropicales qui déciment souvent les nouveau-nés de la plantation. Mais très vite, les deux conspiratrices comprennent qu'elles ont déclenché une mécanique infernale qu'elles ne maîtrisent plus. Car les enfants grandissent, et avec eux grandissent les questions, les soupçons et les terreurs de voir leurs secrets découverts. Eduardo, élevé dans le luxe du manoir, développe une personnalité complexe qui intrigue son entourage. Malgré son éducation aristocratique, il manifeste une empathie troublante envers les esclaves de la plantation. Il apprend avec une facilité déconcertante les dialectes africains, montre une compréhension intuitive des plantes médicinales et développe un charisme naturel qui lui attire la sympathie de tous les opprimés du domaine. Don Sebastián attribue ses traits de caractère à l'influence néfaste de Yemaya, qui l'éloigne progressivement de son fils adoptif. Miguel, lui, grandit avec l'intelligence vive des Valdespino et une beauté troublante qui rappelle étrangement celle de Doña Isabella. Sa peau claire et ses yeux verts contrastent si violemment avec sa condition d'esclave que les maîtres de plantations voisines commencent à poser des questions gênantes. Certains murmurent que Don Sebastián a reconnu cet enfant comme son bâtard. D'autres soupçonnent une liaison secrète entre la comtesse et un esclave de confiance. Ces rumeurs, d'abord chuchotées dans l'intimité des salons coloniaux, finissent par parvenir aux oreilles de l'Inquisition espagnole, encore puissante à Cuba au début du XIXe siècle. Les autorités ecclésiastiques, toujours promptes à dénoncer les écarts de conduite des familles créoles, commencent à s'intéresser de près aux affaires de la plantation Valdespino. En 1820, soit 5 ans après l'échange fatal, un événement va précipiter la chute de tout l'édifice mensonger construit par les deux mères. Don Sebastián, âgé de 62 ans, succombe brutalement à une fièvre tropicale lors d'un voyage d'affaires à La Havane. Sa mort subite propulse Eduardo, alors âgé de 5 ans, à la tête d'un empire sucrier de plusieurs millions de pesos sous la tutelle officielle de Doña Isabella. Mais la disparition du patriarche fait ressurgir des fantômes du passé que les deux femmes croyaient à jamais enterrés. Car dans les papiers personnels de Don Sebastián, le notaire de la famille découvre un document qui va ébranler toutes leurs certitudes.
Un testament secret, rédigé la veille de sa mort, dans lequel le défunt reconnaît officiellement Miguel comme son fils naturel et lui lègue une part considérable de l'héritage familial. Cette révélation posthume sème la consternation dans tout le domaine. Comment Don Sebastián a-t-il pu reconnaître cet enfant esclave comme son fils naturel alors que sa ressemblance avec Doña Isabela est si frappante? Pourquoi ce testament secret n'a-t-il jamais été mentionné de son vivant? Et surtout, quel secret inavouable se cache derrière cette décision testamentaire qui bouleverse l'ordre établi de la plantation? Maître Gonzalo Ribera, le notaire de la famille Valdespino depuis plus de 20 ans, se trouve dans une situation inextricable. Homme intègre et méticuleux, il connaît parfaitement les lois coloniales espagnoles qui régissent les successions et les reconnaissances de paternité. Selon ces textes, Miguel devrait hériter de 40% de la fortune Valdespino, laissant à Eduardo 60% en tant qu'héritier légitime. Mais cette répartition pose des problèmes juridiques et sociaux considérables. Comment un esclave peut-il hériter de terres, de maisons et d'autres esclaves? Comment un métis peut-il prétendre au statut de créole privilégié? Et surtout, comment expliquer à la société coloniale cubaine qu'un enfant aux traits européens évidents est officiellement le fils d'une esclave africaine? Doña Isabela, confrontée à cette situation explosive, comprend que son secret risque d'être découvert. Si les autorités commencent à enquêter sur la filiation de Miguel, si des experts examinent sa ressemblance troublante avec la défunte famille de Herrera, si des témoins retrouvent la mémoire d'événements étranges survenus lors de la nuit de l'échange, toute la vérité éclatera au grand jour. Les conséquences seraient dramatiques. Excommunication, confiscation des biens, exil et peut-être même exécution pour crime contre l'ordre divin et social. Yemaya, de son côté, se trouve prise dans un piège qu'elle n'avait pas anticipé. La reconnaissance officielle de Miguel comme héritier Valdespino devrait la réjouir, puisqu'elle garantit à son véritable fils un avenir privilégié. Mais cette situation expose également leur imposture aux yeux de tous. Si Miguel hérite d'une partie de la plantation, il faudra expliquer pourquoi cette esclave métisse possède des traits si caractéristiques de l'aristocratie espagnole. Plus troublant encore, Yemaya commence à comprendre que Don Sebastián avait peut-être percé leur secret bien avant sa mort. Ses visites fréquentes au quartier des esclaves, son attention particulière portée à l'éducation de Miguel, ses questions insistantes sur les ressemblances familiales laissent supposer qu'il avait deviné la véritable identité des deux enfants. Dans ce cas, son testament ne serait pas une reconnaissance de paternité, mais une tentative de rétablir la justice en rendant à chacun ce qui lui appartient légitimement. Cette hypothèse terrifie les deux femmes, car elle implique que d'autres personnes dans l'entourage de Don Sebastián pourraient également connaître la vérité. Doña Carmen, la sage-femme complice, devient dès lors une menace permanente. Son silence, acheté avec de l'or en 1815, pourrait ne plus suffire face aux enjeux financiers colossaux que représente l'héritage Valdespino. C'est dans ce contexte d'angoisse permanente que va se produire le premier drame de cette histoire maudite. Par une nuit de novembre 1820, Doña Carmen est retrouvée morte dans sa modeste demeure de Matanzas. Officiellement, la vieille sage-femme a succombé à une crise cardiaque dans son sommeil. Mais les circonstances de sa mort soulèvent des questions troublantes. Son corps, découvert par une voisine inquiète de ne plus la voir depuis plusieurs jours, présente des traces suspectes. Des ecchymoses aux poignets, une contusion à la tempe, et surtout, l'absence totale de ses économies personnelles, pourtant considérables pour une femme de sa condition. Ses papiers personnels, ses registres d'accouchement, et tous les documents qui auraient pu témoigner de son activité professionnelle ont disparu. Sa maison a visiblement été fouillée de fond en comble par des personnes qui cherchaient quelque chose de précis. L'enquête menée par les autorités locales conclut rapidement à un cambriolage qui aurait mal tourné. Cette version officielle satisfait tout le monde, car elle évite de poser des questions embarrassantes sur les secrets que pouvait détenir une sage-femme ayant officié dans les plus grandes familles de la région.
Mais pour Doña Isabella et Yemaya, la mort de Doña Carmen sonne comme un avertissement sinistre. Si la sage-femme a été assassinée, c'est que quelqu'un d'autre connaît leur secret et est prêt à tout pour l'exploiter. Si elle est morte de mort naturelle, alors elles sont désormais les seules détentrices d'une vérité qui pourrait détruire non seulement leur vie, mais aussi celle de leurs enfants. Dans les deux cas, l'étau se resserre inexorablement autour d'elles. Les mois qui suivent sont marqués par une paranoïa croissante. Chaque regard, chaque conversation, chaque visite inattendue devient suspect. Les deux femmes, jadis complices dans leurs mensonges, commencent à se méfier l'une de l'autre. Doña Isabella soupçonne Yemaya d'avoir organisé la mort de Doña Carmen pour effacer les traces de leur crime. Yemaya, elle, craint que la comtesse ne cherche à éliminer tous les témoins de leur pacte, y compris elle-même. Cette méfiance mutuelle va empoisonner leurs relations et créer une atmosphère délétère dans tout le domaine. Les esclaves, habitués à décrypter les moindres variations d'humeur de leur maître, perçoivent cette tension grandissante. Les rumeurs se multiplient dans les baraquements, alimentées par l'étrangeté de la situation de Miguel et les privilèges inexpliqués dont il bénéficie. Car effectivement, depuis la mort de Don Sebastián, Miguel jouit d'un traitement de faveur qui intrigue tout le monde. Officiellement toujours esclave, il ne travaille plus au champ, mange à la table des domestiques de confiance et reçoit même des rudiments d'éducation de la part du précepteur d'Eduardo. Cette situation ambiguë attise les jalousies et nourrit les soupçons. Eduardo, lui, développe une personnalité de plus en plus complexe au fil des années. À 8 ans, il manifeste déjà une intelligence remarquable, mais aussi une cruauté précoce qui inquiète son entourage. Il semble jouer avec les tensions qui agitent la plantation, manipulant subtilement les adultes et provoquant des conflits dont il observe les conséquences avec un détachement troublant. Parfois, son regard se pose sur Miguel avec une intensité qui met mal à l'aise tous ceux qui l'observent, comme s'il devinait instinctivement un lien mystérieux entre eux. L'année 1823 marque un tournant décisif dans cette histoire maudite. Eduardo, désormais âgé de 8 ans, et Miguel, de son côté, développent une relation étrange qui intrigue et inquiète leur entourage. Les deux enfants, que tout devrait séparer selon les codes sociaux de l'époque, passent de plus en plus de temps ensemble, unis par une complicité mystérieuse que les adultes peinent à comprendre. Cette proximité inhabituelle entre le jeune maître et l'esclave privilégié commence à faire jaser dans toute la région de Matanzas. Les familles créoles voisines trouvent inconvenante cette familiarité qui transgresse toutes les barrières sociales établies. Certains y voient l'influence pernicieuse de Yemaya. D'autres soupçonnent Doña Isabella de préparer un affranchissement scandaleux qui bouleverserait l'ordre colonial. C'est dans ce contexte tendu qu'arrive à la plantation un visiteur qui va précipiter les événements vers leur dénouement tragique. Don Esteban Montemayor, cousin éloigné de feu Don Sebastián et juge royal à Santiago de Cuba, débarque au manoir Valdespino par un après-midi de mars avec un cortège imposant et des intentions peu claires. Homme âgé d'une 50aine d'années, Don Esteban possède cette prestance naturelle des magistrats habitués à décider du sort des hommes. Son regard perçant, sa mémoire phénoménale et son sens aigu de l'observation en font un interlocuteur redoutable. Il prétexte une visite de courtoisie familiale pour examiner l'état de l'héritage de son cousin, mais ses véritables motivations semblent plus complexes. Dès son arrivée, Don Esteban manifeste un intérêt troublant pour les deux enfants. Il observe Eduardo avec l'attention d'un expert évaluant une œuvre d'art, scrutant ses traits, analysant ses expressions, soupesant chacune de ses paroles. Mais c'est Miguel qui retient le plus son attention. Le juge ne peut dissimuler sa surprise devant la ressemblance frappante entre cet esclave et les portraits de famille qui ornent les murs du manoir. « Curieux », murmure-t-il à Doña Isabella lors du dîner de bienvenue. Ce jeune Miguel possède exactement les yeux de votre regrettée mère, Doña Esperanza de Herrera. Une coïncidence troublante, ne trouvez-vous pas? Cette remarque, lancée d'un ton apparemment innocent,
fait l'effet d'une bombe dans l'esprit de la comtesse. Don Esteban a connu personnellement sa mère, décédée en Espagne 10 ans plus tôt. Si lui aussi perçoit cette ressemblance familiale, combien d'autres personnes l'ont-elles remarqué? Et surtout, que sait-il exactement sur les circonstances troubles entourant la naissance des deux enfants? Yemaya, présente lors de ce repas en sa qualité de gouvernante de facto de Miguel, sent-elle aussi le danger monter? Le regard inquisiteur du juge la met mal à l'aise, comme s'il pouvait lire dans son âme les secrets les plus inavouables. Elle comprend que cet homme n'est pas venu par hasard et que sa visite pourrait bien marquer la fin de leur imposture. Les jours suivants, Don Esteban mène une enquête discrète mais méthodique. Il interroge les anciens serviteurs de Don Sebastián, consulte les registres paroissiaux, examine les actes de propriété et les documents officiels concernant les naissances de 1815. Sa formation juridique lui permet de déceler des incohérences que d'autres auraient négligées. Pourquoi la déclaration de naissance d'Eduardo a-t-elle été enregistrée avec 3 jours de retard? Pourquoi Miguel n'apparaît-il sur aucun registre d'esclaves avant l'âge de 2 ans? Pourquoi Doña Carmen a-t-elle quitté précipitamment la plantation peu après les naissances pour ne revenir qu'1 an plus tard? Ces questions, qui semblaient anodines prises isolément, forment progressivement un faisceau de présomptions accablants. Don Esteban, fort de son expérience judiciaire, reconnaît les signes d'une manipulation orchestrée avec soin, mais qui laisse néanmoins des traces pour qui sait les chercher. Sa perspicacité ne s'arrête pas aux documents officiels. Il observe également les interactions entre les protagonistes de ce drame, décelant dans leurs regards, leurs gestes et leurs silences les indices d'une culpabilité partagée. La nervosité croissante de Doña Isabella, les œillades inquiètes entre Yemaya et la comtesse, l'étrange relation entre les 2 enfants, tout concourt à confirmer ses soupçons. Mais Don Esteban n'est pas seulement un enquêteur perspicace, c'est aussi un homme cupide qui comprend rapidement le profit qu'il pourrait tirer de cette situation. Si ses soupçons se confirment, il détient un moyen de chantage considérable contre l'une des plus riches familles de Cuba. La fortune Valdespino, estimée à plus de 2 millions de pesos, représente une tentation irrésistible pour un magistrat dont les émoluments officiels ne dépassent pas quelques centaines de pesos annuels. C'est le 10e jour de sa visite que Don Esteban décide de passer à l'action. Il convoque séparément Doña Isabella et Yemaya dans la bibliothèque du manoir, cette pièce aux murs tapissée de livres reliés cuir où résonnent encore les échos de l'autorité patriarcale de Don Sebastián. L'entretien avec Doña Isabella révèle toute la perversité du personnage. Sans jamais formuler d'accusation directe, Don Esteban distille ses soupçons avec l'habileté d'un professionnel de l'interrogatoire. Il évoque les ressemblances troublantes de Miguel, les coïncidences étranges entourant les naissances, les irrégularités mineures dans les documents officiels. Chaque insinuation fait mouche, chaque sous-entendu trouve sa cible dans la conscience coupable de la comtesse. Bien sûr, conclut-il avec un sourire carnassier, toutes ces observations ne prouvent rien de concret. La justice coloniale, vous le savez, exige des preuves formelles pour engager des poursuites. Mais l'Inquisition, elle, se contente parfois de simples présomptions pour ouvrir une enquête. Et une enquête inquisitoriale sur les mœurs d'une famille créole, même si elle n'aboutit pas à une condamnation, suffit généralement à ruiner définitivement sa réputation. La menace est claire, le chantage explicite. Doña Isabella comprend qu'elle n'a pas le choix. Soit elle achète le silence du juge, soit elle risque de perdre non seulement sa fortune, mais aussi sa vie et celle de son fils adoptif. Car l'Inquisition espagnole ne se contente pas de condamner les hérétiques, elle confisque également tous leurs biens au profit de la couronne. L'entretien avec Yemaya révèle une autre facette de la stratégie de Don Esteban. Face à l'esclave, il adopte un ton paternaliste, teinté de menaces, à peine voilées. Il lui fait comprendre que la révélation de son imposture pourrait certes lui coûter la vie, mais qu'elle entraînerait également la mort certaine de Miguel, condamné pour usurpation d'identité et imposture nobiliaire. Vous savez ce qu'il advient des esclaves qui osent se faire passer pour des créoles?
demande-t-il avec un sourire glacial. Le châtiment est exemplaire, écartèlement sur la place publique, précédé de tortures publiques pour servir d'exemple aux autres. Votre fils, même innocent de cette mascarade, ne survivrait pas au scandale. Prise entre la terreur et la rage, Yemaya comprend qu'elle aussi doit se plier aux exigences du maître chanteur. Mais contrairement à Doña Isabella, qui ne dispose que de sa fortune pour acheter la paix, l'esclave possède d'autres atouts dans sa manche. Sa connaissance des plantes toxiques, ses relations dans la communauté africaine de l'île, sa capacité à évoluer dans l'ombre. Autant d'armes qu'elle pourrait retourner contre celui qui menace son enfant. Don Esteban, conscient de jouer avec le feu, propose un arrangement qui satisfait temporairement toutes les parties. En échange de son silence, il exige le versement annuel de 20 000 pesos, soit 1/10 des revenus de la plantation. Cette somme considérable lui permettra de maintenir un train de vie princier à Santiago de Cuba, tout en conservant son emprise sur la famille Valdespino. Mais le juge a sous-estimé la complexité des forces qu'il a libérées. En révélant qu'il connaît leurs secrets, il a rompu l'équilibre précaire qui maintenait en vie tous les protagonistes de ce drame. Désormais, chacun sait que les autres savent, et cette connaissance partagée va transformer leur relation en un jeu mortel où la survie de chacun dépend de la mort des autres. C'est dans cette atmosphère empoisonnée que va se produire le premier acte de violence ouverte. 3 semaines après le départ de Don Esteban, Miguel disparaît mystérieusement de la plantation. Un matin de mai 1823, son lit est trouvé vide dans les quartiers des domestiques, ses affaires personnelles ont disparu, et aucun des esclaves interrogés ne se souvient de l'avoir vu partir. Cette disparition inexpliquée sème la panique dans tout le domaine. Doña Isabella y voit immédiatement la main de Yemaya, qui aurait décidé de mettre son fils à l'abri avant que la situation ne dégénère davantage. Yemaya, elle, soupçonne la comtesse d'avoir fait enlever Miguel pour supprimer le témoin le plus gênant de leur imposture. Quant à Eduardo, il manifeste une indifférence troublante face à la disparition de son frère adoptif, comme si cet événement dramatique faisait partie d'un plan qu'il aurait lui-même orchestré. Les recherches menées dans toute la région de Matanzas ne donnent aucun résultat. Les autorités locales, peu enclines à mobiliser des moyens importants pour retrouver un simple esclave, se contentent de diffuser un avis de recherche dans les plantations voisines. Mais plusieurs témoins affirment avoir vu un enfant correspondant au signalement de Miguel, embarqué clandestinement sur un navire marchand en partance pour la Jamaïque. Cette piste, si elle se confirme, ouvre des perspectives terrifiantes. Car la Jamaïque, possession britannique depuis plus d'un siècle, abrite de nombreuses communautés d'esclaves en fuite qui ont réussi à reconstruire leur vie loin de leurs anciens maîtres. Si Miguel a rejoint l'une de ces communautés, il pourrait y grandir en sécurité, mais aussi y développer une soif de vengeance qui le ramènerait un jour à Cuba pour réclamer son héritage légitime. L'été 1823 s'abat sur la plantation Valdespino comme une malédiction tropicale. Les chaleurs accablantes, l'humidité étouffante et l'absence de pluie transforment les champs de canne en fournaises où les esclaves s'effondrent d'épuisement. Mais c'est une autre sorte de fièvre qui consume les habitants du manoir, celle de la peur, de la culpabilité et de la haine qui empoisonnent leurs relations depuis la disparition de Miguel. Doña Isabella sombre progressivement dans une paranoïa qui confine à la démence. Elle voit des espions partout, soupçonne chaque domestique d'être un agent de Yemaya, et passe ses nuits à arpenter les couloirs du manoir en cherchant des preuves d'un complot imaginaire. Son état mental se dégrade si rapidement que même Eduardo, malgré son jeune âge, comprend que sa mère adoptive bascule dans la folie. Yemaya, elle, canalise sa douleur et sa rage dans une quête obsessionnelle de vengeance. Privée de son fils et menacée de mort si elle tente de le retrouver, elle retourne sa colère contre ceux qui ont causé son malheur. Ses connaissances en botanique, acquises auprès des guérisseurs Yoruba de son enfance, lui ouvrent des perspectives meurtrières qu'elle explore avec une froideur terrifiante. C'est dans ce contexte explosif qu'arrive une nouvelle qui va précipiter le dénouement final. Un courrier en provenance de Santiago de Cuba annonce que Don Esteban Montemayor a été retrouvé mort dans son bureau.
apparemment victime d'un empoisonnement. Les autorités locales évoquent un suicide, le magistrat ayant laissé une lettre dans laquelle il confesse sa corruption et ses malversations financières. Cette mort subite bouleverse l'équilibre des forces à la plantation Valdespino. D'un côté, elle libère les deux femmes de leur maître chanteur, supprimant la menace financière qui pesait sur leur tête. De l'autre, elle soulève des questions troublantes sur les circonstances exactes du décès et sur l'identité de son éventuel meurtrier. Doña Isabela, malgré sa paranoïa croissante, comprend immédiatement que Yemaya est derrière cette mort. L'empoisonnement correspond parfaitement aux compétences de l'esclave en matière de plantes toxiques. Mais cette certitude, loin de la rassurer, l'effraie davantage encore. Si Yemaya a réussi à tuer un juge royal dans sa propre demeure, que ne pourrait-elle faire contre une comtesse isolée dans sa plantation? Yemaya, consciente des soupçons qui pèsent sur elle, ne fait rien pour les dissiper. Au contraire, elle cultive cette aura de danger qui l'entoure désormais, sachant qu'elle constitue sa meilleure protection contre d'éventuelles représailles. Elle laisse filtrer quelques confidences savamment calculées sur ses connaissances en poison, ses relations avec les communautés africaines clandestines et sa capacité à frapper ses ennemis sans laisser de traces. Cette guerre psychologique entre les deux femmes atteint son paroxysme par une nuit d'août où l'orage tropical qui menace depuis des jours éclate enfin avec une violence inouïe. Les éclairs zèbrent le ciel de Matanzas, le tonnerre ébranle les murs du manoir et la pluie martèle les toitures avec la régularité d'un tambour de guerre africain. C'est cette nuit-là que Doña Isabela prend la décision la plus dramatique de sa vie. Rongée par la peur, épuisée par des mois d'angoisse permanente et convaincue que Yemaya prépare sa mort, elle décide de frapper la première. Dans sa chambre, éclairée par la seule lueur des bougies, elle rédige fébrilement une lettre destinée aux autorités inquisitoriales de la Havane. Dans ce document accablant, elle confesse son imposture tout en rejetant l'entière responsabilité sur Yemaya. Selon sa version des faits, l'esclave africaine aurait utilisé des sortilèges et des potions maléfiques pour l'obliger à échanger les enfants. Elle décrit Yemaya comme une sorcière, pratiquant des rituels sataniques, corrompant l'âme des chrétiens et menaçant l'ordre colonial par ses machinations démoniaques. Cette dénonciation, si elle parvient à ses destinataires, condamnerait Yemaya à une mort atroce sur les bûchers de l'Inquisition. Mais elle signerait également l'arrêt de mort de Doña Isabela elle-même, car avouer sa participation à l'imposture équivaut à reconnaître sa culpabilité dans un crime contre l'ordre divin et social. La comtesse, dans sa folie grandissante, semble avoir oublié cette évidence. Ou peut-être espère-t-elle que sa confession spontanée et son repentir apparent lui vaudront la clémence des juges inquisitoriaux. Quoi qu'il en soit, elle cachette sa lettre avec son sceau personnel et la confie à un domestique de confiance chargé de la remettre en main propre aux autorités de la capitale. Mais Yemaya, dont le réseau d'informateurs s'étend à tous les esclaves de la plantation, est rapidement mise au courant de cette démarche. Elle comprend qu'elle ne dispose que de quelques heures avant que la lettre n'atteigne la Havane et que les soldats de l'Inquisition ne débarquent à la plantation pour l'arrêter. C'est alors qu'elle prend la décision la plus terrible de son existence. Puisque Doña Isabela a choisi de rompre leur pacte de silence, il ne lui reste plus qu'à détruire tous les témoins de leur crime commun. Eduardo, Miguel absent, Doña Isabela et elle-même si nécessaire. Personne ne doit survivre pour raconter l'histoire de l'échange maudit. Les préparatifs de Yemaya révèlent toute l'étendue de ses talents meurtriers. Dans sa case, elle conserve depuis des années une collection de poisons extraits des plantes tropicales les plus toxiques de l'île. Curare des flèches empoisonnées, ricin des graines de ricin, cyanure des amandes amères, et surtout la terrible tétrodotoxine extraite du poisson globe, capable de tuer un homme en quelques minutes en paralysant son système respiratoire. Mais Yemaya ne se contente pas d'empoisonner ses victimes. Son plan, d'une sophistication diabolique, vise à faire croire à un suicide collectif de la famille Valdespino, rongée par la culpabilité et la honte.
Pour cela, elle doit orchestrer les morts, de manière à ce qu'elles semblent résulter d'un pacte suicidaire entre la mère et le fils, désespérés de voir leur crime découvert. La mise en œuvre de ce plan commence par l'empoisonnement discret de Doña Isabella. Profitant de son rôle de gouvernante de fait du manoir, Yemaya verse quelques gouttes de tétrodotoxine dans le verre de vin que la comtesse boit chaque soir avant de se coucher. Le poison, inodore et sans saveur, agit progressivement en paralysant les muscles respiratoires de sa victime. Doña Isabella, sentant ses forces l'abandonner, comprend trop tard qu'elle vient d'être empoisonnée. Dans ses derniers instants de lucidité, elle tente de crier pour alerter les domestiques, mais sa voix ne produit plus qu'un râle inaudible. Ses yeux, seuls organes encore capables de mouvement, expriment une terreur absolue, tandis qu'elle suffoque lentement dans son lit à baldaquin. Yemaya, présente à son chevet sous prétexte de veiller la malade, observe cette agonie avec une satisfaction mêlée de dégoût. Cette femme qui a détruit sa vie et celle de son fils paie enfin pour ses crimes. Mais la mort de Doña Isabella ne constitue que la première étape d'un plan beaucoup plus ambitieux. Car Eduardo, âgé de 8 ans, demeure le dernier témoin vivant de l'imposture. Cet enfant, que Yemaya a vu grandir et qu'elle a même aimé comme son propre fils, doit également disparaître pour que le secret soit définitivement enterré. Cette nécessité déchire le cœur de Yemaya, mais sa détermination reste inébranlable. L'empoisonnement d'Eduardo pose des défis techniques et psychologiques considérables. L'enfant, plus méfiant que sa mère adoptive, refuse de boire ou de manger quoi que ce soit en présence de Yemaya depuis la mort de Doña Isabella. Il semble avoir compris instinctivement que la gouvernante représente un danger mortel pour lui. C'est finalement en utilisant ses connaissances en botanique que Yemaya parvient à ses fins. Elle enduit les pages du livre préféré d'Eduardo avec un extrait de digital, poison, qui se transmet par contact cutané et provoque des arrêts cardiaques chez les enfants. Lorsque le garçon tourne les pages de son livre de contes, il absorbe progressivement la substance toxique par les pores de sa peau. La mort d'Eduardo, survenue apparemment pendant son sommeil, semble confirmer la version du suicide familial que Yemaya veut accréditer. Mère et fils, rongés par la culpabilité de leur crime, auraient choisi de mettre fin à leur jour plutôt que d'affronter le jugement de l'Inquisition. Cette version des faits satisfait les autorités coloniales, peu désireuses d'approfondir une enquête qui pourrait révéler des scandales embarrassants dans la haute société créole. L'automne 1823 marque la fin officielle de la lignée Valdespino. Avec la mort de Doña Isabella et d'Eduardo, la plantation la plus prospère de la région de Matanzas se retrouve sans héritier légitime. Selon les lois coloniales espagnoles, les biens de la famille reviennent à la couronne, qui les met en vente aux enchères publiques pour éponger les dettes accumulées. Yemaya, officiellement simple esclave domestique, assiste à la dispersion de cet empire qu'elle a contribué à édifier et qu'elle vient de détruire. Les nouveaux propriétaires, une famille de négociants de la Havane, rachètent la plantation pour une fraction de sa valeur réelle, ignorant tous des drames qui se sont joués entre ses murs. Mais la vengeance de Yemaya ne s'arrête pas à la destruction de la famille Valdespino. Dans les semaines qui suivent la vente de la plantation, elle disparaît mystérieusement de Matanzas, emportant avec elle un secret qui va empoisonner l'île entière. Car avant de partir, elle a pris soin de récupérer tous les documents compromettants concernant l'échange des enfants, ainsi que les preuves de l'empoisonnement de Don Esteban Montemayor. Ces archives, conservées dans un coffre caché dans les ruines d'un ancien moulin à sucre, constituent une arme redoutable contre l'ordre colonial établi. Si elles étaient révélées, elles prouveraient que les plus grandes familles créoles de Cuba ne valent pas mieux que les esclaves qu'elles exploitent, qu'elles sont capables des mêmes crimes, des mêmes mensonges et des mêmes trahisons. Yemaya, devenue une figure légendaire dans la communauté africaine de l'île, utilise ces informations pour alimenter un réseau de résistance clandestin qui mine les fondements de la société coloniale.
Elle révèle aux esclaves que leurs maîtres ne sont pas les êtres supérieurs qu'ils prétendent être, mais des criminels qui ont usurpé leur position par la violence et la tromperie. Cette propagande subversive trouve un écho particulier parmi les esclaves d'origine Yoruba, qui voient en Yemaya l'incarnation de leur divinité vengeresse. Son histoire, transmise de bouche à oreille dans les baraquements des plantations, devient le symbole d'une résistance possible contre l'oppression coloniale. Mais c'est en 1828 que la véritable portée de la vengeance de Yemaya se révèle au grand jour. Cette année-là, un jeune homme d'une vingtaine d'années débarque au port de La Havane en provenance de la Jamaïque. Il se présente sous le nom de Miguel Herrera et revendique l'héritage de la famille Valdespino en produisant des documents qui prouvent sa filiation avec Doña Isabella. Cet homme, dont la ressemblance avec les portraits de la défunte comtesse ne fait aucun doute, affirme être le fils illégitime de celle-ci et d'un planteur jamaïcain. Il a grandi en exil après que sa mère l'ait fait secrètement évacuer de Cuba pour le protéger des persécutions de l'Inquisition. Aujourd'hui, fort de l'appui de riches négociants britanniques, il revient réclamer ce qui lui appartient légitimement. Cette revendication suscite un tollé dans la société coloniale cubaine. Comment un métis élevé dans une colonie britannique peut-il prétendre hériter des biens d'une famille créole espagnole? Ces documents sont-ils authentiques ou s'agit-il d'une imposture orchestrée par les ennemis de l'Espagne? L'enquête menée par les autorités coloniales révèle progressivement la complexité de l'affaire. Les documents présentés par Miguel Herrera semblent authentiques, mais leur provenance reste mystérieuse. Comment ce jeune homme a-t-il pu se procurer des actes de naissance, des correspondances privées et des testaments qui auraient dû être détruits avec les archives de la famille Valdespino? La réponse à cette question se trouve dans l'ombre, où Yemaya tire les ficelles de cette machination vengeresse. C'est elle qui a orchestré le retour de Miguel, c'est elle qui lui a fourni les documents nécessaires pour établir sa filiation. Et c'est elle qui finance sa démarche juridique grâce aux fonds détournés de l'ancienne plantation. Mais Miguel ignore qu'il n'est qu'un pion dans un jeu qui le dépasse. Il croit sincèrement être le fils de Doña Isabella, élevé en secret par une nourrice jamaïcaine après avoir échappé de justesse aux persécutions religieuses. La vérité sur son identité réelle, sur l'échange fatal de 1815 et sur le rôle de Yemaya dans toute cette histoire lui échappe complètement. Cette ignorance fait de lui l'instrument parfait de la vengeance de sa véritable mère. En réclamant l'héritage Valdespino, Miguel remet en question la légitimité de toutes les fortunes créoles bâties sur l'esclavage. En prouvant qu'un métis peut prétendre aux mêmes droits qu'un créole de pure souche, il ébranle les fondements idéologiques de la société coloniale. Le procès qui s'ouvre à La Havane en 1829 divise profondément l'opinion publique cubaine. D'un côté, les créoles conservateurs dénoncent cette tentative de déstabilisation de l'ordre social établi. De l'autre, les partisans de l'abolition y voient la preuve que les barrières raciales sont artificielles et que tous les hommes possèdent les mêmes droits naturels. Yemaya, spectatrice invisible de ce procès historique, savoure sa vengeance avec une satisfaction mêlée d'amertume. Elle a réussi à détruire la famille qui l'a opprimée, à récupérer son fils qu'elle croyait perdu et à porter un coup terrible au système colonial qui l'a asservi. Mais cette victoire lui a coûté sa propre humanité, transformant une mère aimante en une meurtrière impitoyable. La sentence, rendue en 1830, reconnaît partiellement les droits de Miguel Herrera sur l'héritage Valdespino. Le tribunal ordonne la restitution de 40% de la fortune familiale, conformément aux dispositions du testament secret de Don Sebastián. Cette décision, révolutionnaire pour l'époque, établit un précédent juridique qui encourage d'autres métis à revendiquer leurs droits héréditaires. Mais cette victoire légale masque une réalité plus sombre. Miguel, devenu l'un des hommes les plus riches de Cuba, développe progressivement une personnalité inquiétante qui rappelle étrangement celle d'Eduardo enfant. Il manifeste une cruauté froide envers ses propres esclaves,
une indifférence totale aux souffrances d'autrui et une obsession malsaine pour les secrets de famille qui l'ont rendu riche. C'est comme si le sang des Valdespino, même transfusé dans les veines d'un ancien esclave, conservait sa malédiction héréditaire. Miguel reproduit les mêmes erreurs, les mêmes crimes et les mêmes trahisons que ses prédécesseurs, perpétuant le cycle de violence qui a détruit sa famille adoptive. Yemaya, vieillie prématurément par les épreuves qu'elle a traversées, assiste avec horreur à cette métamorphose de son fils. Elle comprend trop tard que sa vengeance l'a privée non seulement de ses ennemis, mais aussi de l'enfant qu'elle aimait par-dessus tout. Le Miguel qui règne désormais sur les ruines de l'empire Valdespino n'est plus son fils. C'est un étranger habité par les démons du passé. En 1833, soit 18 ans après l'échange fatal qui a tout déclenché, Yemaya met fin à ses jours en s'empoisonnant avec la même tétrodotoxine qu'elle avait utilisée contre Doña Isabella. Son corps est retrouvé dans les ruines du moulin, où elle avait caché les archives compromettantes, entouré de documents brûlés et de fioles vides. Sa mort marque la fin officielle de cette histoire maudite, mais ses conséquences continuent d'empoisonner Cuba pendant des décennies. Miguel Herrera, désormais seul dépositaire des secrets de famille, sombre progressivement dans la paranoïa et la folie. Il voit des complots partout, soupçonne ses propres domestiques de préparer sa mort et passe ses nuits à chercher des ennemis imaginaires dans les recoins de son manoir. En 1843, soit 28 ans après les événements qui ont changé le cours de l'histoire cubaine, Miguel meurt sans descendance dans des circonstances mystérieuses. Son testament, découvert après sa mort, révèle une dernière surprise. Il lègue toute sa fortune aux esclaves de ses plantations, qu'il affranchit collectivement et auxquels il distribue ses terres. Cette décision posthume, qui bouleverse une dernière fois l'ordre social cubain, s'accompagne d'une confession troublante. Dans une lettre cachetée destinée aux autorités coloniales, Miguel révèle qu'il a toujours su la vérité sur son identité réelle. Il savait qu'il était le fils de Yemaya et non celui de Doña Isabella. Il connaissait les circonstances de l'échange de 1815. Et il avait découvert le rôle de sa mère biologique dans la destruction de la famille Valdespino. Cette révélation posthume jette une lumière nouvelle sur toute l'affaire. Miguel n'était pas la victime innocente d'une machination qui le dépassait. Il était un complice conscient de la vengeance de Yemaya. Son retour à Cuba, ses revendications héréditaires et son enrichissement spectaculaire faisaient partie d'un plan minutieusement orchestré pour détruire de l'intérieur le système colonial qui avait opprimé sa mère. Mais cette complicité lui a coûté son âme. En acceptant de jouer le rôle que Yemaya avait écrit pour lui, Miguel s'est condamné à une existence de mensonges et de trahisons qui l'ont progressivement détruit. Son suicide final, car les circonstances de sa mort ne laissent aucun doute sur ses intentions, constitue l'ultime acte d'une tragédie qui aura duré 3 décennies. Les documents découverts après sa mort révèlent l'ampleur terrifiante du complot ourdi par Yemaya. Pendant 18 ans, cette femme extraordinaire a manipulé les événements, influencé les décisions judiciaires et corrompu des témoins pour mener à bien sa vengeance. Elle a réussi à détruire non seulement la famille Valdespino, mais aussi l'ordre social qui l'avait opprimé, ouvrant la voie aux révolutions qui secourront Cuba dans la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd'hui, les ruines du manoir Valdespino témoignent encore de cette histoire maudite. Les touristes qui visitent la région de Matanzas ignorent généralement le drame qui s'est joué dans ces murs couverts de lierre. Ils ne savent pas que ces pierres ont abrité l'un des crimes les plus sophistiqués de l'histoire coloniale, un crime qui a changé le visage de Cuba et préfiguré l'abolition de l'esclavage. Seuls quelques historiens connaissent la véritable histoire de l'échange fatal de 1815. Mais même eux peinent à démêler la vérité du mensonge dans cette affaire où les victimes et les bourreaux changent d'identité selon les époques et les perspectives. Car au final, personne n'est sorti vainqueur de cette tragédie. Ni Doña Isabella, morte empoisonnée dans son lit, ni Eduardo,
tué par la femme qui l'avait élevé, ni Yemaya, détruite par sa propre soif de vengeance, ni Miguel, condamné à une existence de mensonge qui l'a mené au suicide. Cette histoire, si elle vous a glacé d'effroi et vous a fait frissonner d'angoisse, mérite d'être partagée avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères sombres du passé. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits troublants issus des archives secrètes de l'histoire. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que cette vengeance était justifiée ou que Yemaya est allé trop loin dans sa quête de justice? Vos réflexions nous passionnent autant que ces histoires oubliées qui continuent de hanter notre époque. L'écho de cette tragédie résonne encore aujourd'hui dans les plantations abandonnées de Cuba, où le vent tropical murmure parfois des noms que l'histoire officielle a voulu oublier. Yemaya, Eduardo, Miguel, et tous ces destins brisés par un pacte mortel qui a détruit une dynastie entière.